Merci de nous accompagner donc tout au long de cette série de cours concernant les structures de données et les techniques de programmation. Nous allons regarder aujourd'hui donc une leçon assez importante qui a beaucoup d'utilisation, beaucoup de branches au niveau de l'informatique, on peut le dire, ce sont les arbres binaires. On va voir que l'utilisation de structures de données arbres pour regrouper l'information, pour structurer l'information, c'est quelque chose qui est très important en informatique. On va regarder notamment les arbres binaires de recherche aujourd'hui. Alors là, on rentre dans une autre partie de structuration de données qu'on appelle les structures de données dynamiques. On a parlé des structures de données, nous allons parler des structures de données non linéaire, dynamique mais non linéaire. C'est-à-dire que la relation entre les éléments ne suit pas une relation donc homogène, une relation à une seule dimension, mais à plusieurs dimensions. Je peux avoir un élément qui est lié à deux éléments, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour les listes. Alors aujourd'hui, nous allons regarder pour cette leçon, nous allons regarder les structures de données arbres en général, à quoi ça peut servir. Nous regarderons la représentation des arbres en général, mais ce n'est qu'une introduction. Et nous regarderons la représentation des arbres binaires, assez particulièrement. Nous regardons comment est-ce qu'on peut mettre un certain nombre de fonctions, un certain nombre de fonctions de manipulation des arbres binaires et des opérateurs sur les arbres binaires. Nous nous intéresserons beaucoup plus particulièrement, donc, bien sûr aux arbres binaires, mais beaucoup plus particulièrement aux arbres binaires de recherche. On parlera de quoi? Justement, une des choses les plus importantes pour les arbres binaires, c'est que ça nous faciliterait la recherche des informations et on va voir de quoi il s'agit. Et puis, nous regarderons donc en exercice un exemple. Bien, alors tout d'abord, les arbres en informatique. Alors, tout d'abord, il faut vous dire qu'il y a une sorte de tendance. Là, vous voyez une image d'arbre, mais en fait, il y a une sorte de tendance en informatique de représenter les arbres en inverse, c'est-à-dire la racine au-dessus et les branches en bas. Donc, vous verrez des images d'arbres, mais en fait, ce sont des arbres inversés qu'on va utiliser. Les arbres, à quoi ça peut servir? Eh bien, pour représenter, c'est un modèle, donc pour représenter tous les problèmes dans la structure et hiérarchique, on peut utiliser la notion d'arbre. Alors, les arbres qu'on sait dans le monde réel, donc les arbres généalogiques, arbres familiales, les arbres pour représenter donc une administration, la notion de hiérarchie dans une administration, ça peut être représenté par un arbre. Et là, vous voyez que la racine, elle est plutôt au-dessus. Vous avez la racine de la hiérarchie, vous avez le ministère, et puis vous avez les directions et les services qui sont en bas. Voilà. Un arbre, comment ça peut se présenter? Alors on peut avoir au niveau mathématique et surtout au niveau informatique, on peut avoir des expressions algébriques qui suivent une structure hiérarchique qu'on peut représenter sous forme d'arbre. Par exemple, l'expression qui est là, je peux la représenter sous forme d'un arbre où un certain nombre de règles sont respectées. Alors par exemple, si je veux que la multiplication, ici 12 multiplié par, soit effectuée avant la soustraction 9 moins 5, eh bien là, on peut la voir, on peut la visualiser au niveau de cet arbre. Je ne m'étends pas beaucoup là-dessus, mais là, vous voyez que 9 moins 5, elle est d'abord effectuée avant que je fasse la multiplication. Donc l'ordre de précédence, il est respecté quand on fait une représentation sous forme d'arbre. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'applications d'arbres en informatique elle-même. Alors, on va commencer par la compilation. Lorsque on compile un programme, d'abord, il y a une vérification au niveau de la syntaxe. On vérifie si une expression respecte une certaine syntaxe. Alors, c'est ce qu'on appelle l'arbre syntaxique. Alors, par exemple, si vous prenez donc c'est la structure, l'arbre syntaxique, c'est la structure donc qui est chargée de refléter la précédence qui existe entre les opérateurs et les symboles du langage. Grosso modo, si vous prenez un langage style Pascal, et vous faites if A supérieur à B, then, etc., cela peut être représenté à l'aide d'un arbre, et on peut regarder si une phrase du langage est correcte. Donc si elle est bien formée ou s'il n'est pas bien formé, il suffit tout simplement de remonter l'arbre pour voir A supérieur à B, est-ce que c'est une expression? Sinon, elle n'est pas bien formée, etc. Donc je peux la représenter sous forme d'arbre. Je peux aussi utiliser les arbres dans un domaine très intéressant. Enfin, là où l'utilisation d'arbres est très intéressante, c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple,
ce qu'on appelle les arbres de décision. Alors, ce que ça veut dire les arbres de décision, c'est-à-dire, généralement, on a un certain nombre de choix, et ces choix sont hiérarchisés. Eh bien, on prend ce choix lorsqu'on a une condition, on prend un autre choix lorsqu'on a une autre condition. Plus le nombre de choix augmente, plus l'utilisation de l'arbre est préconisée. Alors, vous prenez par exemple un labyrinthe, là, vous rentrez donc in, et puis vous sortez par une autre porte, si vous voulez, et vous pouvez avoir quelqu'un qui se promène, là j'ai simplifié le labyrinthe, évidemment il n'est pas très sombre, là vous pouvez aller, quand vous rentrez par un, vous pouvez aller à B ou à A, ou bien aller à 2, donc là vous avez 3 choix, et ces 3 choix sont hiérarchisés à la première étape. Une fois que vous êtes à 2, vous pouvez avoir aussi, soit aller à C, soit aller à D, soit aller par 3, etc. Donc c'est ce que je peux représenter sous cette forme-là. Donc on peut avoir un arbre qui représente la décision à prendre lorsque je fais un jeu, par exemple, ou un parcours dans un labyrinthe. Alors les arbres de jeu aussi, je peux représenter le jeu fait par 2 adversaires, par 2 joueurs, sous forme d'arbre. Alors en fait, à n'importe quel moment, un joueur peut prendre la décision de jouer tel coup, ou tel coup, ou tel coup. Du moment qu'on a un certain nombre de choix, eh bien, on peut représenter par un arbre où chaque choix est représenté par donc une branche donnée. Là, par exemple, vous avez le début du jeu, et puis l'arbre, il commence par le premier joueur qui peut jouer soit 1, soit 2, soit 3. Là. Et puis le deuxième joueur peut jouer soit 1, soit 2, soit 3, donc il y a un certain nombre de possibilités. Évidemment, je ne dis pas qu'il y a 3 possibilités, mais il peut y avoir plusieurs. Et à un moment donné, je sais que là, le gagnant, c'est le joueur B, parce qu'il est arrivé à vérifier la condition d'arrêt de jeu ou du gagne du jeu. Donc, vous voyez que les arbres en général, on peut les avoir dans un certain nombre d'applications informatiques. Alors, les arbres sont aussi utilisés pour avoir un certain nombre de méthodes de tri assez performants. Donc, on peut utiliser par exemple les arbres binaires de recherche pour faire du tri normal. On peut les utiliser aussi pour la recherche et surtout pour la recherche. Alors, pour la recherche, on va voir que ça simplifie un certain nombre de choses parce que rechercher une information dans un ensemble d'informations qui ont été structurées sous forme d'arbres peut être très très performant. Bien, alors la recherche, elle est très importante. Évidemment, ça c'est un des grands atouts, mais évidemment, on ne peut pas organiser sous forme de n'importe quel arbre. Bon, le coût, disons, on gagne au niveau de la recherche, mais le coût, c'est l'organisation elle-même. On va voir tout ceci après. Donc, en diminuant le nombre de comparaisons, on va gagner au niveau de la recherche. Bien. Comment est-ce qu'on représente généralement un arbre? Alors, j'ai dit qu'on a tendance à représenter les arbres dans l'autre sens. Évidemment, c'est plus pratique parce que le principe, c'est au niveau de la construction de l'arbre, on construit quelque chose qui commence à partir de la racine. Et vous voyez cette vision, on regarde toujours la racine et on descend en bas, c'est une vision qu'on a même pour représenter l'écran d'un ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on représente la partie haute d'abord, puis on descend en bas. C'est une vision qu'on a toujours. Alors d'abord, la représentation au niveau de la mémoire, en général, eh bien, on peut définir un arbre comme étant donc une structure homogène qui est composée donc d'un ensemble de nœuds. Chaque nœud, il contient quoi? Il contient l'information, puis un certain nombre de pointeurs sur d'autres nœuds. Voilà comment est-ce qu'on peut définir. Et évidemment, les éléments doivent avoir le même type. Alors là, on parle de nœuds, et donc il y a un certain nombre de nœuds qui sont représentés par des rectangles, et puis un certain nombre de nœuds qui sont représentés par des cercles. Ce sont ce qu'on appelle les feuilles. Alors, en gros, on va appeler un arbre, c'est tout simplement, il y a plusieurs définitions possibles. Enfin, on peut définir un arbre de façon récursive en disant que c'est soit une feuille, il y a d'autres représentations, là on dit c'est la structure vide, ou bien. Mais là on peut supposer que c'est soit une feuille, soit un arbre, donc c'est une définition récursive, soit donc en fait un nœud qu'on appelle la racine, et qui est lié, qui est associé à un certain nombre de quoi? De sous-arbres. Voici un exemple de définition récursive qu'on peut garder pour la suite. Donc c'est soit une feuille, soit un nœud dont sort un certain nombre de pointeurs sur un certain nombre de sous-arbres. Alors, je parlais tout à l'heure de racines, donc c'est celui qui est au sommet de l'arbre. Je parlais de feuilles, donc à la fin, ce sont ce qu'on appelle les nœuds terminaux. Vous avez pour chaque nœud impair
Hein, chaque nœud, il a un pair. Et un pair peut avoir 0, 1 ou plusieurs fils. On parle de père et de fils. Alors maintenant, quand on parle d'arbre binaire, cela veut dire, alors là il y a aussi deux définitions, on peut donner une autre définition, parfois on parle d'arbre binaire strict ou d'arbre binaire. Alors pour nous, un arbre binaire, c'est lorsque tout nœud interne, c'est-à-dire qu'il n'est pas une feuille, possède au plus deux fils. Alors parfois vous trouverez, il possède exactement deux fils. Donc là, on parlerait, nous, d'arbre binaire strict. Hein, donc il possède au plus deux fils, donc ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2. Alors voilà un exemple d'arbre binaire. C'est un exemple de construction d'une base de données. Par exemple, un arbre est un graphe, c'est une question qu'on peut poser à l'utilisateur. S'il répond par oui ou par non, s'il répond par non, il a perdu, parce que, évidemment, un arbre, c'est un graphe. S'il répond par oui, eh bien, on va lui poser la question, est-ce qu'un arbre est cyclique, c'est un graphe cyclique? Il répond par oui ou par non, s'il répond par non, c'est perdu. Sinon, eh bien, on peut lui demander la question, etc. Là, on est en train de descendre dans l'arbre, et l'arbre, à chaque fois, il a deux ou éventuellement 0. Alors c'est un arbre binaire qui a exactement 2, c'est un exemple d'arbre binaire strict, mais un arbre binaire tout court peut avoir un nœud peut avoir un seul fils. Donc le pair, et on parlera puisque au maximum 2, on parlera de fils gauche et de fils droit. Maintenant, comment on va construire ces arbres? Comment on va mettre en œuvre les arbres? Et on s'intéresse tout particulièrement. Tout à l'heure, on était parti des arbres en général. Là, on arrive aux arbres binaires. Après, on va arriver aux arbres ordonnés. On va parler des arbres binaires de recherche. Alors, les arbres binaires, la mise en œuvre, eh bien, on peut utiliser deux types de représentation. D'abord, une représentation par structure pointée au niveau de la mémoire, c'est-à-dire que les nœuds doivent être alloués comme on a vu pour les listes, mais seulement ici, à partir de chaque nœud, partent en fait deux pointeurs sur le même nœud. Donc on aura un nœud, il est représenté par l'information, plus deux pointeurs, gauche et droit, sur le nœud, sur les fils. Alors, une implémentation possible de la structure, une déclaration possible, c'est tout simplement de déclarer l'information, ici c'est un caractère, et puis de déclarer le pointeur gauche et le pointeur droit. Je ne reviens pas là-dessus, vous voyez bien que je peux utiliser struct tree pour définir les deux pointeurs, et puis la racine de l'arbre, et c'est ça ce qui va me donner le point d'entrée au niveau de l'arbre. Si je perds ce point d'entrée qui est la racine, évidemment je perds l'arbre. Je peux aussi avoir une représentation par tableau, au lieu d'avoir des pointeurs, ça va être tout simplement au lieu d'avoir des pointeurs sur les fils, ça va être tout simplement des ondits. Donc la représentation, évidemment, ça c'est une vision de l'arbre. Maintenant, la représentation sous forme d'un tableau, ça peut être sous cette forme-là. Par exemple, le nœud A, il est lié à 1, c'est-à-dire B, et à 2, c'est-à-dire C, comme fils gauche et fils droit, B et C. Et on peut voir les autres informations dans notre tableau. Alors, l'arbre binaire, je peux la définir comme un type de données abstrait maintenant, c'est-à-dire un ensemble d'informations plus un ensemble de traitements là-dessus. Donc, ça peut être un type comme au même niveau que les autres types. Les types de données de base, les types de base, en fait, ce sont un ensemble d'informations qu'on peut représenter, plus un ensemble d'opérateurs qu'on peut faire. Là, on peut imaginer un ensemble d'informations pour représenter l'arbre et un ensemble d'opérations qu'on peut faire. Les différentes opérations qu'on peut faire, évidemment, ils sont relativement connus, mais pas si connus c'est-à-dire définis, que les autres types de données, comme par exemple les piles et les fils. On verra que, par exemple, pour les piles, on peut empiler de la même façon, alors que pour les arbres, ajouter un élément, eh bien, c'est une belle gymnastique, parce qu'ajouter un élément dans un arbre, si il est binaire, déjà on simplifie les choses. S'il est binaire, on l'ajoute où? On l'ajoute à droite, à gauche, dans quelle feuille, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pas exactement défini. Évidemment, c'est pour cela qu'on se restreint à des choses qui sont moins générales, mais qui sont représentatives au niveau de la modélisation des problèmes. Alors, donc, un arbre serait défini par l'information qu'on a définie tout à l'heure, et par un certain nombre de constructeurs. Premier constructeur, comment construire une feuille? Une feuille, donc étant donné une information, construire une feuille va me donner l'arbre correspondant. Autrement dit, une feuille. Comment est-ce que je peux construire un arbre connaissant deux sous-arbres, A1 et A2? Donc c'est ce que je peux appeler cons. Bien sûr, en ajoutant une information comme racine de
de l'arbre. Alors, si je prends donc ce dernier, si je prends le constructeur créer une feuille, là je vous présente le programme pour vous faire remarquer, pour vous dire attention, là on est dans une structure dynamique, et quand je dis une structure dynamique, avant de construire une feuille, il faut allouer de l'espace. C'est-à-dire là, j'ai une feuille déclarée comme un pointeur sur arbre, j'alloue de l'espace et puis après, pour créer la feuille, je regarde est-ce que l'allocation s'est bien passée. Si elle s'est bien passée, je fixe la valeur qui était donnée en paramètre, et puis je fixe les nœuds, les fils gauche et droit, évidemment, à nul parce que c'est une feuille. Je peux, pour construire donc un arbre à partir de deux arbres, ça c'est quelque chose que je peux faire, c'est le même principe. Donc j'ai un arbre gauche, un arbre droit, et je veux construire un arbre à partir des deux, mais en ajoutant donc une racine. Donc il faut allouer de l'espace pour la racine, c'est le père des deux arbres. Et puis après, si tout marche bien au niveau de l'allocation, vous mettez la valeur de la racine, à x, et puis vous vous dites que A1 et A2, en fait là c'est à gauche et à droite, AG et AD, ce sont les fils gauche et les fils droit de mon arbre. Voici la mise en œuvre des deux opérateurs, ou des deux méthodes, disons, associées au type de données abstrait. Je peux effectuer un certain nombre d'autres opérateurs, mais ça c'est vrai pour tous les arbres, c'est pas que pour les arbres binaires. Je peux calculer la profondeur d'un arbre. Je peux, par exemple, calculer la taille d'un arbre. La profondeur d'un arbre, c'est le nombre de niveaux à partir de la racine, c'est le niveau, par exemple, 0. On descend en bas, c'est le niveau 1, etc. Je peux connaître le niveau de l'arbre, la profondeur de l'arbre, pardon. La taille, c'est le nombre de nœuds, je peux le faire. Donc je peux ajouter un certain nombre d'opérateurs qui peuvent être faits pour tous les arbres. Explorer un arbre, ça veut dire rechercher, parcourir tout l'arbre en regardant chaque nœud à part pour faire une opération particulière. Ça c'est vrai pour tous les arbres. Alors il y a d'autres opérateurs, bon il y a l'exploration et puis il y a évidemment d'autres opérateurs. Alors maintenant il y a d'autres opérateurs qui ne sont pas vrais pour tous les arbres, mais qui sont vrais pour une partie des arbres qu'on dit des arbres ordonnés. Mais avant de passer à ce point-là, regardons la profondeur par exemple d'un arbre. Étant donné un arbre défini, un arbre binaire quelconque, défini, comment est-ce que je peux avoir la profondeur de l'arbre, c'est-à-dire le nombre de niveaux? Ça c'est une question qui peut être résolue d'une façon récursive. La profondeur de l'arbre, c'est, je suis à un certain niveau, c'est 1, plus le maximum de profondeur des deux arbres gauche et droit. C'est ce que je définis ici. Donc je définis la profondeur de R gauche. R, c'est l'arbre, toujours un pointeur sur le début. La profondeur de la droite, P1 et P2, ce sont les deux profondeurs calculées, mais d'une façon récursive. En fait, profondeur, c'est exactement la fonction que je suis en train d'écrire. Et puis, une fois que je calcule les profondeurs, je calcule le 1, le maximum des deux, et je l'incrémente de 1, ça me donne profondeur. Donc, c'est relativement simple à écrire des opérateurs sur les arbres. Alors, je dis, là, c'est pour les arbres binaires en général. Alors, l'exploration, je disais que c'est l'opération qui consiste à parcourir tous les nœuds une seule fois, mais d'une façon systématique pour faire un travail. Donc il y a plusieurs façons de parcourir. On regardera ces façons de parcourir quand on parlera d'une façon générale sur les graphes. Alors on peut parcourir en largeur, en passant le premier, puis tous ceux qui sont au même niveau, etc. On peut parcourir en profondeur pour aller jusqu'au fond et revenir. Si vous regardez par exemple la profondeur, c'est-à-dire vous regardez tout ce qui est à gauche avant de revenir à la racine. En fait, grosso modo pour les arbres, il y a trois façons d'explorer. Il y a trois façons d'explorer, de parcourir un arbre. La première façon, c'est ce qu'on appelle le parcours en préordre. En préordre, grosso modo, pour parcourir un arbre, vous parcourez ce qui est à gauche, la racine, donc vous faites le traitement, et puis vous faites le parcours de la même façon, donc récursivement, sur la gauche et la droite. On peut faire un parcours en inordre, ou bien ordonné. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'arbre gauche, puis la racine, puis l'arbre droit. Je vous fais remarquer que quand je parcours un arbre, je parcours ce qui est à gauche et ce qui est à droite de la même façon. Autrement dit, lui-même c'est un arbre, je dois faire exactement, par exemple en préordre, je dois faire le parcours de la gauche en préordre, etc. Autrement dit, ce sont des parcours qui sont récursifs. Le troisième, et vous l'avez deviné, on commence d'abord par la gauche et la droite, et la racine à la fin. Donc ça dépend de l'emplacement du parcours de la racine.
au début, au milieu ou bien à la fin. Une remarque, c'est qu'en fait, on a trois façons de traverser. On peut dire qu'il y en a six parce que c'est symétrique. Commencer par la gauche et la droite après, ou la droite et la gauche après, c'est la même chose. Enfin, ce sont deux parcours différents, mais c'est le même principe. Alors, regardons l'exploration en une ordre, c'est-à-dire la gauche, puis la racine, et puis la droite après. C'est une traversée qu'on appelle en profondeur, comme j'ai dit. Hein. C'est-à-dire, si vous prenez un arbre, vous commencez toujours par parcourir là, 55 c'est la racine. Non, je ne la parcours pas, je commence par parcourir l'arbre qui est gauche. Après, je parcours 55 et 58. C'est-à-dire, une fois que j'ai parcouru tout ce beau monde, tous ces nombres-là, c'est là où je peux parcourir ce nœud-là et 58 après. Donc 55 et 58 seraient à la fin. Je descends comme ça en profondeur. 34, non, pas maintenant. D'abord ce qui est à gauche, 34 et ce qui est à droite. Et là, vous voyez qu'en fait, je descends, et le premier qui va être affiché, c'est celui qui est vraiment le plus en bas. On peut appeler ça une traversée en profondeur, ou parfois on l'appelle en in-ordre. Alors, la mise en œuvre, et là vous voyez l'utilisation des fonctions récursives pour mettre en œuvre ces opérateurs. Explorer en in-ordre, tout d'abord, explorer ce qui est à gauche, de la même façon, récursivement, puis traiter la valeur au sommet, peu importe, par exemple, on peut l'afficher, puis explorer ce qui est à droite. Et on refait ça. Hein. Bien sûr, à un moment donné, il faut arrêter le processus, et le processus, il s'arrête lorsque R est égal à nul. Autrement dit, lorsqu'on va, à un moment donné, on arrive à une feuille, eh bien, on veut aller à gauche, mais c'est nul, donc on n'y va pas, et puis on affiche la feuille, qui est racine en fait, et on va à droite, c'est nul, on n'y va pas, et puis on remonte comme ceci. Donc le processus récursif s'arrête lorsque le pointeur est à lui. Alors il y a d'autres opérations, on peut appeler ça des opérations en fait, ou des opérateurs concernant un type de données maintenant. On a vu qu'on peut explorer pour tous les arbres de ces trois façons. Maintenant, pour des arbres particuliers, on peut prévoir d'autres opérateurs, qui n'est pas vrai pour les arbres en général, si vous voulez. L'ajout d'un élément, comme j'avais dit, je ne peux pas le faire pour tous les arbres, à moins de définir exactement où est-ce que je vais ajouter. Par contre, si l'arbre est ordonné, je dois garder, en ayant fait l'ajout, je dois garder l'ordre que j'avais. La même chose pour la suppression ou l'extraction d'un nœud, eh bien, je peux le faire sur des arbres ordonnés, d'une façon précise. Et c'est là où je disais tout à l'heure que les structures de données comme les piles ou les fils, on savait extraire un élément, ajouter un élément, ça se fait dans un coin ou dans un autre. Maintenant, l'ajout et l'extraction des éléments, eh bien, pour un arbre donné, pour un arbre binaire en général, eh bien, ça pose quelques petites questions. Hein. Par contre, quand l'arbre est ordonné, eh bien là, on peut le faire. Puis la recherche d'un élément, évidemment, ça dépend de l'ordre. Bien, entendons-nous, donc, pour ce type d'opérateur, on doit choisir, en fait, un cas particulier d'arbres binaires. Donc, ce sont des arbres binaires ordonnés. Et ces opérateurs, en fait, doivent conserver l'ordre et le contexte de ces arbres. Hein. Si vous prenez par exemple un système de gestion de fichiers dans un système d'exploitation particulier, eh bien l'arborescence de fichiers, il a un certain ordre. Hein. Vous ne pouvez pas supprimer par exemple un répertoire qui contient un certain nombre de fichiers. L'ordre là, il est clair, c'est-à-dire vous avez des répertoires qui contiendraient des fichiers, etc., etc. Vous ne pouvez pas effectuer la suppression dans tous les arbres. Alors, c'est pour cela qu'on va s'intéresser maintenant à des arbres binaires. On va regarder d'abord les arbres binaires de recherche. Ce sont des arbres, on appelle ça des arbres ordonnés horizontalement. On en parlera dans d'autres leçons, d'autres arbres qu'on dira des arbres ordonnés verticalement. Alors, pour le moment, qu'est-ce que ça veut dire un arbre binaire ordonné horizontalement? On l'appelle aussi un arbre binaire de recherche. Justement de recherche parce que ça simplifie la recherche des informations. Alors, un arbre binaire de recherche ou bien ordonné horizontalement, c'est tout simplement défini de la façon suivante. Si vous prenez la clé de la racine, la clé d'un nœud donné, eh bien, elle est toujours supérieure à toutes les clés qui sont à gauche. Et puis, la clé donc de la racine, elle est inférieure à toutes les clés qui sont
à droite. Donc d'un côté, si vous voulez, vous avez toutes les clés qui sont plus petites que la racine. Hein, je parle de clés et non d'enregistrement, évidemment. Et de l'autre côté, vous avez toutes les clés qui sont supérieures à la racine. Vous avez un ordre ici horizontal. Gauche, racine, droite. Eh bien, dans ce type qui est d'ailleurs dans ce type d'arbre, qui est d'ailleurs très très utilisé, on va voir qu'on peut faire l'insertion et la suppression d'une façon relativement simple, et surtout ça va nous simplifier la recherche, puisque généralement on divise l'arbre par 2. Généralement, la recherche se fera de façon dichotomique. Alors, un arbre binaire de recherche, ou ABR, serait construit de la façon suivante, c'est-à-dire d'abord on construit l'arbre et après on fait la recherche dans l'arbre. Alors d'abord, la construction de l'arbre, elle va se faire élément par élément. Donc imaginez que vous avez un certain nombre de clés ou de nombres qui sont rentrés par l'utilisateur, 55, 34, etc., et que vous voulez construire l'arbre. Ben, on va construire d'abord un nœud, une feuille, pardon, 55, puis après on va essayer de construire 34 à gauche ou à droite, etc. Donc là, la feuille, donc la forme finale, évidemment, on a commencé par 55, si on avait commencé par 50 ou par 10, ça serait un autre arbre. Il dépend évidemment de l'ordre d'entrée des valeurs. Là, on a commencé par 55, donc on aura 55. On a essayé de mettre 34, eh bien on a mis 34 à gauche, pas à droite, parce que c'est plus petit, etc. On a mis 49 ou à gauche de 55, puis à droite de... On a placé 20 à gauche de 55, à gauche de 34, et on a placé 20, etc. Bon, le problème qui se pose, comment est-ce qu'on va placer un élément, comment est-ce qu'on ajoute en général un élément? Bien, une fois qu'on a ajouté donc tous les éléments, on revient sur l'ajout d'un élément particulier, mais une fois qu'on a ajouté tous les éléments, évidemment, là, la recherche devient relativement simple, parce qu'il est dichotomique. On va dans un coin et pas dans un autre. Rechercher un élément, hein, ça revient en fait à le rechercher soit à gauche, soit à droite. Donc c'est une recherche dichotomique, c'est un petit peu comme la recherche dans un tableau trié. Si vous recherchez par exemple un élément, vous recherchez par exemple 38, eh bien 38, on va dans la partie qui est à droite. Et puis après, on va regarder, est-ce qu'on va dans la partie qui est à droite, est-ce qu'on va à gauche ou à droite? Mais là, on s'aperçoit que, pardon, à droite de 34 évidemment, là on était allé à gauche puis à droite. Et là, on va regarder par rapport à 49, c'est plus petit, donc on va à gauche, et vous voyez, on a parcouru 1, 2, 3 pointeurs, autrement dit 3 recherches pour un arbre ici qui contiendrait donc une dizaine d'éléments. Grosso modo, la recherche est dichotomique en O de log de n. Donc la recherche se fera de cette façon, on va commencer par la racine, on descend soit à gauche, soit à droite. Alors d'abord, il faut rechercher le sous-arbre avant d'atterrir à la feuille ou au nœud correspondant. Alors tout ceci se fera d'une façon donc récursive. La recherche dans un arbre se fera donc, la recherche d'un élément x, eh bien, se fera soit à gauche, soit à droite, selon que x est plus petit ou plus grand que la racine. Mais sachez que la racine, en fait, ça change. Au départ, c'est racine, après c'est gauche, puis droit, etc. Le paramètre racine, ça change au gré des différents appels récursifs. Hein. La racine, ça va changer. Évidemment, la récursivité doit terminer, et elle se termine lorsque j'arrive à la fin, donc l'élément que je cherche n'existe pas, ou bien encore lorsque je trouve l'élément, et dans ce cas, ce n'est pas la peine de continuer, et ce sont 2 retours. Mais sinon, eh bien, je continue la recherche d'une façon récursive, à méditer donc comme exemple. Mais en fait, la recherche, on l'utilisera dans l'insertion et dans la suppression. L'insertion, on cherchera où on doit placer l'élément avant de l'ajouter. Pour la suppression, on doit chercher l'élément avant de le supprimer. Alors, justement pour l'insertion, insérer un élément, comment est-ce qu'on va faire pour un arbre binaire de recherche, qui a un certain ordre? Reprenons l'exemple de l'arbre qui est là, et supposons que vous avez dans cet arbre, vous n'avez pas 24 que vous voulez ajouter. Là, vous voyez, ce qu'on fait normalement, c'est partir de la racine et regarder où on va placer. Mais c'est clair, 24, c'est plus petit que 55, je descends par là, c'est plus petit que 34, par là, c'est plus grand que 20, par là, et c'est plus petit que 25, par là. Et normalement, ça doit être greffé, c'est une feuille, ça doit être greffé de ce côté-là. Hein. Bon, c'est ce qu'on peut donc implémenter de façon relativement simple, c'est de la recherche, mais à un moment donné, je dois greffer la feuille à l'emplacement que je dois accrocher donc la feuille à l'emplacement que j'ai trouvé. Donc je descends
toujours récursivement jusqu'à l'emplacement et je greffe. Alors ça nous donnerait au niveau de la recherche, comme tout à l'heure j'avais recherché, mais là j'ai ajouté. Donc la fonction ajouter, il va rechercher, en fait c'est une étape de recherche, là, ajouter, ce n'est pas vraiment l'ajout, mais c'est plutôt la recherche du coin où je vais. Tant que si x est plus petit, eh bien je vais à gauche, si x est plus grand, je vais à droite. Hein, je recherche l'emplacement. Une fois que j'ai trouvé l'emplacement, eh bien je fais ce que j'ai fait tout à l'heure pour accrocher la feuille. Tout à l'heure j'avais écrit une fonction pour créer une feuille. Eh bien là je vais créer une feuille à l'emplacement voulu. Alors c'est ce que je peux écrire ici. Une fois que j'ai trouvé l'emplacement, je crée. Alors pourquoi racine? Parce que racine, en fait, c'est une variable locale qui va descendre jusqu'ici. Là, racine est égale à nul, donc il faut que j'alloute l'espace, je mets la valeur en question, hein, et puis je fais le branchement racine droit égale à nul. Ou bien racine gauche, cela dépend de... d'abord la racine pointe sur le nœud que j'ai fait, et le nœud, pour dire que c'est une feuille, eh bien je mets sa gauche et sa droite à nul. Voici pour les différentes étapes de l'insertion. Le programme général, il s'écrira sous cette forme-là. Je n'ai pas fait grand-chose ici, à part j'ai regroupé donc l'ensemble des bouts, hein, ensemble. Mais pourquoi je l'ai fait? C'est parce que, pour vous expliquer un petit peu qu'il peut y avoir quelques petits problèmes au niveau de l'implémentation. Surtout là, tout à l'heure, j'avais appelé ajout d'une façon récursive en allant soit à droite, soit à gauche. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler, c'est de la valeur de retour et de l'appel de ajout d'une façon récursive. Alors, j'aimerais m'arrêter un tout petit peu, ça sort un peu du cadre des arbres, c'est de l'appel récursif et des paramètres. Je vais m'arrêter un tout petit peu, mais avant, on peut regarder comment est-ce qu'on peut appeler cette fonction ajout. Vous voyez bien que ici j'ai écrit ajout qui renvoie le pointeur racine, qui envoie le pointeur qui a été fabriqué. On va voir justement pourquoi ceci. Mais élément par élément, je prends par exemple un tableau qui a été saisi par les utilisateurs. Élément par élément, je vais les insérer ou je vais les ajouter. Et à un moment donné, je peux afficher mes éléments, une fois que je les ai ajoutés, par ordre. Remarquez que ici, j'ai déjà, sans l'avoir dit, j'ai déjà fait une méthode de tri parce qu'en décrivant en in-ordre mon tableau, Explore ici, en in-ordre, eh bien, on peut s'apercevoir que les éléments sont en ordre, puisque du plus petit au plus grand, ils seront ordonnés. Donc déjà, il y a une méthode de tri en faisant la recherche. Mais juste, quand on a écrit cette fonction ajouter, on aurait pu mettre void et ajouter un élément. Si x est plus grand, je vais à droite, sinon à gauche. Alors pourquoi cela n'est pas correct? Il n'est pas correct parce que, en fait, j'ai passé l'adresse R par valeur. Même si c'est une adresse, elle est passée par valeur. Et puisque le changement se fera, hein, on va ajouter quelque chose, donc on va faire un changement sur l'adresse R, qui est en fait la racine localement, à chaque appel. Eh bien, ce type d'implémentation ne serait pas valable. Pourquoi? On va l'expliquer sur un petit exemple. Au départ, la racine est à nul. Quand vous ajoutez un élément, 55 à partir de la racine, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une variable, un paramètre, une copie locale, une copie qui va être créée, qui contient la copie de la racine. Cette copie, évidemment, elle va bouger et il pointera sur 55, mais la racine, elle restera toujours à nul. Autrement dit, à la sortie, vous n'aurez pas inséré, mais surtout au début, vous n'aurez pas inséré la feuille. Et à la sortie, vous aurez toujours la racine. Vous n'avez pas créé votre arbre. Alors, une solution, ça serait d'utiliser un passage par adresse de la racine. Et dans ce cas, l'écriture, ça se complique un tout petit peu. C'est-à-dire, j'ai toujours un retour void, mais ici, j'écris deux pointeurs. Un passage par adresse. Dans ce cas, à chaque fois que je manipule R, en fait, c'est l'adresse étoile R et l'adresse de étoile R. Donc, vous voyez l'écriture. Là, c'est possible parce qu'à chaque fois que je fasse, donc ici quand j'ai ajouté et que je fasse un changement sur R, qui est donc un paramètre formel, eh bien c'est en fait sur la racine que le changement est fait. Et la racine, elle pointerait sur le premier élément, puis après sur les autres éléments. Une autre façon de faire, eh bien, c'est d'utiliser un passage par valeur, mais avec une adresse en retour. Voilà.
au lieu de void, d'écrire arbre étoile. Et dans ce cas, j'écris exactement comme je l'écris avec passage par valeur, c'est-à-dire je travaille normalement, mais faites attention, ici, ajouter renvoie normalement un pointeur, donc R droit ici, et lorsque c'est R gauche, R flèche gauche aussi, surtout au début de la construction. Voilà un point auquel j'aimerais vous faire réfléchir, bien sûr. Voilà, donc là, ça ne sort pas de l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Alors, maintenant, regardons comment ça se passe la suppression donc, dans un arbre binaire de recherche. Alors, la suppression, évidemment, on commence par chercher l'élément qu'on doit supprimer. Quand on supprime l'élément, il faut garder l'ordre qu'on avait prescrit au départ. Alors, la recherche de l'élément se fera donc d'une façon récursive, comme tout à l'heure. Donc, on aura à chercher l'élément ou à gauche ou à droite, selon le cas. Donc, on aura exactement le même que tout à l'heure. Donc, la suppression de l'élément à gauche ou à droite, et je vous fais remarquer que j'écris R flèche gauche égale supprimer R flèche gauche. Donc, je cherche à gauche ou à droite, selon le cas. Alors, une fois qu'on a trouvé l'élément, il faut le supprimer. Là, il y a trois cas qui peuvent se présenter. On a soit le nœud qu'on veut supprimer, il est terminal, c'est une feuille. Normalement, ça ne pose pas de problème. Soit le nœud, il a un descendant, un fils gauche ou un fils droit. Là non plus, ça ne doit pas présenter de problème parce qu'il suffit tout simplement de couper, si vous voulez, la feuille. De couper le nœud et puis de brancher la feuille lorsque c'est un descendant. Par contre, il faut réfléchir un tout petit peu au cas où le nœud possède deux descendants, gauche et droit. Alors, on commence par les deux premiers. Les deux premiers, lorsque le nœud est terminal ou lorsque le nœud il a un seul descendant, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. La suppression, elle est presque immédiate. Là, vous avez donc l'arbre. Vous pouvez imaginer, donc vous avez l'arbre avec le nœud 10. 10, si je veux le supprimer, il suffit tout simplement de le rechercher. Une fois que je le cherche et je le trouve, j'ai un pointeur dessus et je peux faire un free pour libérer. Donc, pas de problème. On pointe sur le nœud à supprimer et puis on le supprime tout simplement. Alors, si là, évidemment, là par exemple, le nœud à supprimer, s'il a un fils, par exemple, un seul fils, c'est le fils gauche, et il n'a pas de fils droit, eh bien, dans ce cas, on va tout simplement faire brancher donc le père au fils gauche du nœud qu'on va supprimer. Par exemple, là, on veut supprimer 10, eh bien, on va brancher la gauche donc de 20 au nœud qui est ici. Et le 10, on va tout simplement le désallouer. Évidemment, je peux faire exactement la même chose dans l'autre cas où le nœud à supprimer, il n'a pas de fils gauche, mais il a un fils droit. Alors maintenant, lorsque on a deux fils, c'est-à-dire un nœud, je veux le supprimer, mais il a deux fils. Bon, regardez par exemple 34, eh bien, il a deux fils. Pour le supprimer, qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, le nœud qui est là, on va le supprimer. Enfin, pas exactement. C'est l'information 34 qu'on va supprimer. Mais le nœud, il va rester. Et donc, il doit être remplacé. Remplacé par quoi? On a deux possibilités. Soit prendre le plus grand de l'arbre gauche, ce qui est évident. Soit prendre le plus petit de l'arbre droit, de telle façon que l'ordre soit toujours respecté. Alors, si on prend la première, le plus grand nœud de l'arbre gauche, en l'occurrence ici, dans l'exemple, vous avez le nœud 24, le nœud 25, qui est le plus grand de tout le monde. Eh bien, on va le faire monter à 34. Mais dans ce cas, c'est le nœud 25 qu'il faut détruire. Mais attendez, on ne va pas détruire ce nœud-là avant d'avoir repositionné les nœuds qui sont au-dessous, c'est-à-dire 22 et 24. Donc on ne peut pas éliminer 25 avant d'avoir repositionné 22 et 24. Donc tout le jeu et la gymnastique consistent en fait à remplacer le nœud à supprimer par le plus grand de l'arbre gauche et puis refaites le chaînage normalement. Alors, la suppression donc, consiste tout simplement donc, à aller vers le plus grand de l'arbre gauche, mais ça c'est une boucle, on va à droite, à droite, à droite, on sait que le plus grand de l'arbre gauche c'est celui qui se trouve le plus à droite. C'est une boucle, on va aller à droite jusqu'à ce qu'on ne peut plus aller plus loin. Et là, on sait qu'on pointe sur le nœud qui est le plus à droite et donc le plus grand. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste tout simplement à faire ce chaînage-là, à pointer par un pointeur particulier en disant ce nœud-là, alors là il était ici, c'est celui-là que je veux éliminer, mais en fait c'est celui-là qui va être éliminé. Mais il faut remplacer la valeur 34 qu'on veut supprimer par la valeur 25. Donc, vous voyez ce qu'on va faire, on va tout simplement 25 à la place de 34,
On va faire le chaînage qui est là. Avant, on pointera sur celui-là pour le libérer après. Donc on lit la branche de gauche, et puis, alors la branche de gauche, c'est relativement simple, c'est P, il y a un prédécesseur, P flèche droit, ce qui était à droite, et bien maintenant, c'est la gauche de R. Hein. Donc c'est une seule instruction, mais au niveau de l'explication, évidemment, il faut bien comprendre la chose. Ce qui était à droite de P, maintenant, devient ce qui était à gauche de R, ce qui est à gauche de R. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il nous reste tout simplement à libérer. On pointe par, et si Q pointe sur le nœud qu'il faut libérer, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut faire un free, Q égale R, puis free Q, ça nous permet donc de libérer le nom en question. Alors ce serait un très bon exercice de rassembler tous ces bouts-là, recherche de l'élément à supprimer, regarder le cas, recherche donc normalement récursive, comme on l'a fait pour l'ajout, regardez est-ce que vous avez un nœud terminal, est-ce que vous avez un nœud à un seul fils, et puis regardez si vous avez un nœud à plusieurs fils, donc un nœud interne, et lorsque c'est un nœud interne, faites les chaînements ou les chaînages qu'il faut, ce serait un très bon exercice. Alors, en ce qui me concerne, donc, j'arrive à la fin de cette leçon. Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine. Merci.